Imaginez ceci. Un homme en costume de luxe, sortant d'une voiture qui coûte plus cher que votre maison, jette une poignée de pièces de monnaie au visage d'un vieil homme sans défense, assis sur le trottoir. Et le pire dans tout ça, ce vieil homme, et c'est son propre père. Cette histoire va vous montrer que la cruauté humaine n'a pas de limite, mais que la gentillesse d'un étranger peut parfois changer le cours du destin. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Maintenant, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre va vous laisser sans voix. La pluie fine de Lyon tombait comme un rideau gris sur la ville, se mélangeant aux larmes silencieuses de Léa. À 35 ans, elle était une mère célibataire courageuse, mais ce jour-là, son courage était à bout. Sa carte bancaire venait d'être refusée à la boulangerie et elle avait dû utiliser ses toutes dernières pièces pour acheter 2 simples sandwichs, jambon-beurre, un pour elle et un pour son fils de 14 ans, Hugo, qui marchait à ses côtés, le visage fermé. La faim et l'inquiétude creusaient des ombres sur leurs visages, et l'avenir semblait aussi sombre que le ciel au-dessus de leur tête. C'est alors qu'elle le vit, assis sur un morceau de carton humide, à l'abri précaire d'un porche d'immeuble. C'était un vieil homme, ses vêtements propres mais usés, son visage portant les traces d'une grande fatigue. Il ne mendiait pas, il ne parlait à personne. Il semblait simplement perdu, comme s'il avait été déposé là par une vague et oublié par la marée. Maman, on ne peut pas, on a à peine assez pour nous, murmura Hugo, son estomac protestant à la vue des sandwichs. Mais Léa ne l'écoutait déjà plus. Quelque chose dans le regard de cet homme, des yeux d'un bleu étonnamment clair, mais voilé de confusion, lui avait transpercé le cœur. Elle s'approcha lentement, comme pour ne pas l'effrayer. Monsieur, vous avez faim demanda-t-elle d'une voix douce. L'homme leva les yeux vers elle, un éclair de surprise traversant son regard vide, et hocha simplement la tête. Sans une seconde d'hésitation, Léa lui tendit son propre sandwich. À cet instant précis, un crissement de pneus déchira l'air calme. Une Mercedes noire rutilante, si brillante qu'elle semblait absorber toute la lumière de la rue, s'arrêta brusquement à leur hauteur. La portière s'ouvrit et un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume sur mesure, en descendit, suivi par une femme parée de bijoux qui scintillaient même sous le ciel gris. L'homme, Grégoire, fixa le vieillard avec un dégoût non dissimulé. Père, mais ce n'est pas possible. Regarde-moi cette épave. On nous avait pourtant dit qu'il était mort. Quelle honte absolue. Sa voix était froide, tranchante, comme une lame de rasoir. La femme, Bérénice, sortit son téléphone dernier cri avec un sourire méprisant. Attends, chérie, il faut immortaliser ça. C'est parfait pour mon image. Elle commença à filmer la scène, zoomant sur le visage confus du vieil homme et sur la main de Léa qui tenait encore le sandwich. Grégoire, jouant le jeu, sortit une poignée de pièces de sa poche et les jeta avec force sur le trottoir mouillé. Les pièces roulèrent et s'arrêtèrent près des pieds usés du vieil homme. Tiens, le clochard, va t'acheter une dignité avec ça, lança-t-il assez fort pour que tous les passants l'entendent. Bérénice, tout en filmant, ajouta une story sur son compte Instagram avec les hashtags #Charity, aideur les pauvres, famille bienveillante. Puis, aussi vite qu'ils étaient apparus, ils remontèrent dans leur forteresse de métal et disparurent dans la circulation, laissant derrière eux un silence glacial et une traînée d'humiliation. Léa resta figée, le cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais de colère et de tristesse. Hugo serrait les poings, les larmes aux yeux face à une telle cruauté. Le vieil homme, lui, n'avait pas bougé. Il fixait les pièces de monnaie
comme si elles étaient des scorpions. Léa sentit une vague de détermination la submerger. Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas le laisser là. Elle se pencha, ignora les pièces de monnaie et posa une main douce sur l'épaule de l'homme. « Venez avec nous, monsieur. Vous ne resterez pas ici ce soir. Il pleut, et vous avez besoin de vous reposer au chaud. » Hugo la regarda, ses yeux passant de la colère à la compréhension. Il hocha la tête, acceptant la décision de sa mère. Ensemble, ils aidèrent le vieil homme à se relever. Il était fragile, mais il se laissa guider sans un mot, comme un enfant confiant. En le guidant à travers les rues mouillées de Lyon, Léa pensait simplement faire une bonne action. Elle croyait avoir recueilli un pauvre homme abandonné, une victime de la vie et d'une famille sans cœur. Elle se disait qu'ils partageraient leur maigre repas, qu'ils dormiraient sur le canapé pour une nuit, et que demain, elle trouverait une solution. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait même pas imaginer dans ses pires cauchemars, c'est que l'homme dont elle tenait le bras n'était pas une victime du destin, mais la clé de son propre avenir. Elle n'avait aucune idée que cet homme, avec son regard perdu et ses vêtements usés, était le fondateur milliardaire de la société même qui s'apprêtait à détruire sa maison et sa vie, et que dans les profondeurs de sa mémoire brisée se cachait un secret qui pouvait soit la sauver, soit la détruire pour de bon. L'appartement de Léa, situé dans le quartier populaire de la Croix-Rousse, était petit, mais il était rempli d'une chaleur que l'argent ne pouvait acheter. Elle installa le vieil homme, qui répondit au nom d'Antoine, car c'était le seul souvenir qui semblait flotter à la surface de son esprit confus, sur le canapé usé mais confortable. Hugo, malgré sa méfiance initiale, lui apporta une couverture et un verre d'eau, touché par la dignité silencieuse de l'homme. Pendant qu'Antoine mangeait lentement le sandwich, chaque bouchée semblant lui redonner un peu de vie, Léa regardait par la fenêtre la ville s'illuminer. Elle se sentait bien, malgré le vide dans son estomac et dans son portefeuille. Elle avait fait ce qui était juste. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans une villa somptueuse sur les hauteurs de Fourvière, Grégoire et Bérénice célébraient leur bonne action de la journée. Bérénice, un verre de champagne à la main, faisait défiler les commentaires sur sa story Instagram. « Vous êtes des anges, quelle générosité, un exemple pour tous. Regarde, chérie, ils adorent. Notre image de philanthrope est assurée. Personne ne se doutera jamais de rien. » Grégoire, lui, était plus pragmatique. Il venait de recevoir une notification de sa banque. Un virement de plusieurs millions d'euros venait d'être effectué depuis un compte suisse. L'argent du vieux est enfin sur nos comptes. L'avocat a confirmé que le certificat de décès falsifié est passé sans problème. Officiellement, Antoine Dubois est mort et nous sommes ses seuls héritiers. La démolition de ce taudis de la Croix-Rousse peut commencer. C'est la dernière étape pour effacer toute trace de son empire et le reconstruire à notre image. Il leva son verre à notre nouvelle vie et à la fin de l'ancienne. Les jours suivants furent un étrange mélange de routine et de mystère. Léa se battait pour trouver du travail, enchaînant les petits boulots mal payés, tandis que Hugo jonglait entre le collège et la surveillance d'Antoine. L'homme était d'une douceur infinie, mais des éclairs de génie traversaient son brouillard mental. Un après-midi, alors que Hugo était frustré par un devoir de mathématiques complexe, Antoine jeta un œil par-dessus son épaule. « Non, jeune homme, ton approche est incorrecte. Tu dois utiliser le théorème de la valeur intermédiaire. C'est une question de logique, pas de calcul brut. » Il prit un crayon et, d'une main étonnamment sûre, résolut l'équation en quelques lignes claires, élégantes. Hugo le regarda, abasourdi. Comment ce vieil homme, qui peinait parfois à se souvenir de son propre nom, pouvait-il maîtriser des concepts mathématiques de niveau universitaire? Il décida, par pure curiosité, de commencer à enregistrer discrètement avec son smartphone ces moments de lucidité étrange,
comme un détective amateur rassemblant des indices sans savoir ce qu'il cherche. Puis, le coup de grâce arriva, plus brutal encore que le refus de sa carte bancaire. Une lettre recommandée, avec l'entête menaçant de Dubois Entreprise, fut glissée sous leur porte. C'était un avis d'expulsion final. Le bâtiment entier devait être évacué sous 15 jours pour être rasé. Un complexe résidentiel de luxe, les jardins de Dubois, allait s'élever sur les ruines de leur vie. Léa s'effondra sur une chaise, la lettre tremblant dans ses mains. C'était fini. Ils allaient se retrouver à la rue. En voyant le logo sur le papier, un D stylisé et arrogant, Antoine, qui était assis à la table, porta soudain les mains à sa tête, son visage se tordant dans une grimace de douleur intense. Jean-Pierre, haleta-t-il, sa voix rauque, le code Phénix, il ne doit pas l'avoir, jamais. Il tomba ensuite dans un silence profond, son regard de nouveau perdu dans le vide, laissant Léa et Hugo avec plus de questions que de réponses. Qui était ce Jean-Pierre? Et que signifiait ce mystérieux code Phénix? La situation empira rapidement. La santé de Léa commença à décliner sous le poids du stress. Elle mangeait à peine pour s'assurer que Hugo et Antoine aient assez. Un soir, alors qu'elle nettoyait les vêtements usés d'Antoine, elle sentit quelque chose de dur et de froid cousu à l'intérieur de la doublure de sa vieille veste. Avec précaution, elle décousit la couture et en sortit un petit objet enveloppé dans un tissu. C'était une clé USB en métal brossé, d'une élégance sobre. Par curiosité, et avec un sentiment de transgression, elle l'inséra dans le vieil ordinateur portable d'Hugo. La clé n'était pas protégée par un mot de passe. Elle ne contenait qu'un seul fichier, un document PDF nommé Testament AD. Le cœur battant, Léa l'ouvrit. C'était un testament, un vrai, rédigé par un certain Antoine Dubois. Il léguait l'intégralité de sa fortune et de son entreprise, non pas à son fils Grégoire, mais à une fondation caritative, et nommé comme unique exécuteur testamentaire son plus fidèle collaborateur, un homme nommé Jean-Pierre Lemaître. Le document était daté de seulement 3 mois. Léa sentit un vertige la saisir. Antoine, AD, Antoine Dubois. C'était impossible. C'était une coïncidence folle, et pourtant, tout commençait à s'emboîter. L'expertise financière, les mathématiques, la réaction violente au logo de l'entreprise, le nom de Jean-Pierre. Cet homme doux et perdu qui dormait sur son canapé n'était pas un simple sans-abri. Il était le roi déchu d'un empire trahi par son propre sang. Une colère froide et déterminée commença à remplacer la peur dans le cœur de Léa. Elle ne se battait plus seulement pour son appartement. Elle se battait pour la justice. Elle copia le fichier sur l'ordinateur, remit la clé USB dans la veste d'Antoine et prit une décision. Le lendemain, Dubois Entreprise organisait une grande conférence de presse pour présenter son projet de luxe. Elle irait, et elle ne viendrait pas seule. Elle allait affronter le lion dans sa propre fosse, armée d'une vérité que personne ne pouvait encore imaginer. Elle ne viendrait pas seule. Le lendemain matin, une tension électrique emplissait le petit appartement. Léa avait enfilé sa plus belle robe, une tenue simple mais digne qu'elle réservait pour les entretiens d'embauche. Elle se regarda dans le miroir, le visage pâle mais les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Hugo, sentant la gravité du moment, était silencieux. « Maman, c'est dangereux, dit-il finalement, sa voix d'adolescent se brisant légèrement. Ces gens, ils sont puissants, ils peuvent te faire du mal. » Léa s'agenouilla devant lui et lui prit les mains. « Je sais, mon chéri. Mais parfois, dans la vie, il faut se battre pour ce qui est juste, même si on a peur. Je ne peux pas les laisser détruire des vies sans rien dire, surtout pas maintenant. » Elle se tourna vers Antoine, qui était assis calmement, observant la scène avec une étrange lucidité dans le regard. « Antoine, je vais avoir besoin de vous aujourd'hui. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais votre présence est essentielle. » L'homme hocha lentement la tête, comme s'il comprenait l'enjeu au-delà des mots.
Il se leva, prêt à la suivre. L'arrivée à l'hôtel de luxe où se tenait la conférence de presse fut un choc. Le hall était un océan de marbre poli, de lustres en cristal et de journalistes élégamment vêtus, sirotant du café, servi dans des tasses en porcelaine. Léa, avec sa robe modeste et tenant le bras d'un vieil homme aux vêtements usés, se sentit immédiatement comme une tache sur un tableau immaculé. Un agent de sécurité, massif et impassible, leur barra le chemin. Vos invitations sont, s'il vous plaît. La voix était froide, sans appel. Léa sentit la panique monter, mais elle se souvint de la colère qui l'animait. Nous n'avons pas d'invitation, répondit-elle d'une voix claire. Nous sommes des résidents de l'immeuble que Dubois Entreprises s'apprête à démolir. Je pensais que les journalistes ici seraient intéressés par le côté humain de leur projet de luxe. Une jeune journaliste, qui avait entendu l'échange, s'approcha, un éclair d'intérêt dans les yeux. « Laissez-les entrer, Marc. C'est exactement le genre de témoignage que je recherche. » L'agent de sécurité, voyant le badge de presse de la journaliste, grogna mais s'écarta, leur permettant de pénétrer dans l'antre du loup. La salle de conférence était bondée. Sur une estrade baignée de lumière, Grégoire et Bérénice présentaient leur projet sur un écran géant. Ils parlaient de vision d'avenir, de progrès architectural et d'opportunités d'investissement uniques. Leur sourire était parfait, leurs mots vides de toute humanité. Bérénice, prenant la parole, ajouta même une touche de fausse compassion. Nous comprenons que tout changement peut être difficile, mais nous nous engageons à une transition en douceur pour les quelques résidents concernés. Léa sentit le sang bouillir dans ses veines. Quelques résidents concernent, elle pensa aux dizaines de familles, aux personnes âgées qui concernent, elle pensa aux dizaines de familles, aux personnes âgées qui avaient vécu là toute leur vie, aux enfants qui allaient perdre leurs amis et leur école. Quelques résidents, le mépris dans ces mots était une gifle. C'est à ce moment, alors que la colère menaçait de la faire crier, que Léa sentit une pression sur son bras. C'était Antoine. Il la regardait et pour la première fois, il n'y avait plus de confusion dans ses yeux, mais une lueur froide et calculatrice. Il secoua doucement la tête, un avertissement silencieux. Pas maintenant. Pas ici. Léa comprit. Révéler la vérité ici, sans préparation, serait un suicide. Il serait discrédité, traité de fou, et jeté dehors avant même d'avoir pu prononcer le nom de Jean-Pierre. Elle ravala sa rage, la transformant en une glace dure et tranchante au fond de son cœur. La bataille ne se gagnerait pas par un cri, mais par une stratégie. De retour dans leur petit appartement, l'atmosphère avait changé. La peur avait cédé la place à une concentration intense. Léa et Hugo s'assirent à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert sur le testament d'Antoine. « Il nous faut plus de preuves, » dit Léa, sa voix basse et déterminée. « Ce document est incroyable, mais ils diront qu'il est faux, que nous l'avons fabriqué. Il nous faut quelque chose qu'ils ne pourront pas nier. » Hugo, qui avait mûri de plusieurs années en quelques jours, hocha la tête. « Leur téléphone, » dit-il. « Tout est dans leur téléphone. Leurs messages, leurs photos. Bérénice poste tout sur Instagram. Chaque restaurant de luxe, chaque voyage, chaque achat, elle se vante de dépenser l'argent qu'ils ont volé. » Une idée germa dans l'esprit de Léa. C'était risqué, presque fou, mais c'était leur seule chance. Elle se tourna vers Hugo. « Tu te souviens du nom de l'avocat que Grégoire a mentionné? Celui qui a validé le faux certificat de décès ?» Hugo fronça les sourcils, se concentrant. « Il ne l'a pas dit, mais attends, sur une des vidéos que j'ai prises d'Antoine, il marmonnait des noms dans son sommeil. Il a dit Grégoire, trahison, Maître Duval. » Léa sentit son cœur s'emballer. Maître Duval, c'était un début. Le plan était simple et terriblement dangereux. Pendant que Léa chercherait des informations sur cet avocat et tenterait de contacter le mystérieux Jean-Pierre Lemaître, Hugo deviendrait leur espion numérique.
Il créa un faux profil sur Instagram, celui d'un jeune admirateur de la générosité de Bérénice, et commença à suivre chacun de ses mouvements. Il passait des heures à faire des captures d'écran de ses stories, des dîners à 1 000 €, des sacs à main de créateurs, des week-ends à Monaco. Chaque post était une insulte à la mémoire de l'homme assis silencieusement dans leur salon. Hugo compila tout dans un dossier secret sur son ordinateur, le nommant Projet Phénix, en l'honneur du mot qu'Antoine avait prononcé. Il découvrit même, grâce à la géolocalisation d'une photo, le nom du sanatorium suisse où Bérénice s'était vantée de se reposer, probablement l'endroit même où ils avaient abandonné Antoine. Pendant ce temps, Léa se heurtait à un mur de silence. Le nom de Jean-Pierre Lemaître était introuvable dans les registres publics. Il semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Ses appels au cabinet de Maître Duval se soldaient par des réponses glaciales de secrétaires entraînés à repousser les importuns. Le désespoir commençait à la gagner de nouveau. Un soir, alors qu'elle était sur le point d'abandonner, Antoine s'approcha d'elle. Il pointa un doigt tremblant vers l'écran de l'ordinateur où s'affichait le nom de l'entreprise. La bibliothèque, murmura-t-il. Mon bureau. Derrière le portrait de ma femme, il y a un coffre. Le code et sa date de naissance. Léa le regarda, stupéfaite. Un autre éclair de génie. Mais comment accéder à son bureau situé au sommet de la tour Dubois Entreprise ? C'était impossible. Pourtant, cette information était une nouvelle pièce du puzzle, une preuve de plus qu'il était bien celui qu'il prétendait être. La chance tourna de manière inattendue. Un matin, en fouillant les forums d'anciens employés de Dubois Entreprise, Léa tomba sur un message posté des années auparavant. Un homme se plaignait amèrement d'avoir été licencié injustement après avoir dénoncé des irrégularités financières. Il signait son message « GIP, Lemaître, ancien directeur financier ». Le cœur de Léa fit un bond, elle trouva une vieille adresse e-mail associée à ce profil et envoya un message court et énigmatique. Le Phénix a besoin de vous. AD est en vie. Elle n'y croyait qu'à moitié, mais c'était sa dernière carte. Pendant ce temps, Grégoire et Bérénice, ivres de leur pouvoir et de leur impunité, commirent l'erreur fatale. Bérénice, lors d'une conversation téléphonique houleuse avec sa mère, enregistrée par hasard par la caméra de surveillance d'une boutique de luxe où elle se trouvait, se plaignit ouvertement « Oui maman, c'est compliqué. On a dû payer une fortune à ce sanatorium suisse pour qu'ils le perdent dans la nature. Tu crois que c'est facile de faire disparaître un milliardaire ?» Hugo, qui suivait obsessionnellement les actualités People, tomba sur un article de blog qui relatait l'incident avec un lien vers la vidéo. C'était la preuve ultime, l'aveu direct. Le soir même, alors que Léa montrait la vidéo à Hugo, un email arriva. L'expéditeur était inconnu, mais l'objet était un seul mot « où ». C'était la réponse de Jean-Pierre. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Léa sentit les larmes monter, mais cette fois, c'était des liaments, des larmes de soulagement et de fureur triomphante. Elle regarda Hugo, puis Antoine, qui semblait sentir le changement dans l'air. Elle avait le testament. Elle avait les preuves des dépenses extravagantes. Elle avait l'aveu filmé de Bérénice. Et elle avait maintenant un allié puissant qui attendait ses instructions. Le compte à rebours de leur expulsion continuait de tourner, mais le rapport de force venait de s'inverser de manière spectaculaire. Le moment de la vérité approchait à grands pas, et elle serait prête. La réponse de Léa à Jean-Pierre fut prudente et précise. Elle lui donna une adresse de café anonyme dans le quartier de la Part-Dieu pour le lendemain, et un simple code de reconnaissance. Un livre à la couverture rouge posé sur la table. Elle passa la nuit à organiser toutes les preuves que Hugo et elle avaient rassemblées. Chaque capture d'écran, chaque vidéo, chaque note fut dupliquée et sauvegardée sur une clé USB.
puis envoyée sur une adresse email sécurisée qu'elle venait de créer. Elle agissait avec un calme glacial qui la surprenait elle-même. La peur avait été remplacée par une certitude absolue. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Pendant ce temps, dans leur villa, Grégoire et Bérénice, ignorant tout de la tempête qui se préparait, planifiaient la créer. La peur avait été remplacée par une certitude absolue. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Pendant ce temps, dans leur villa, Grégoire et Bérénice, ignorant tout de la tempête qui se préparait, planifiaient la touche finale de leur triomphe, une fête de démolition qui aurait lieu dans 2 jours, le jour même de l'expulsion de Léa. Ils avaient invité la presse, des influenceurs et tout le gratin de Lyon pour assister au premier coup de bulldozer symbolique. Bérénice avait même commandé une robe sur mesure pour l'occasion, se vantant sur ses réseaux sociaux que ce serait un événement historique. Leur arrogance était sans limite et c'est elle qui allait causer leur chute. Le lendemain, Léa se rendit au café, le cœur battant malgré son calme apparent. Elle s'assit à une table isolée et posa le livre à la couverture rouge. Quelques minutes plus tard, un homme d'une 60aine d'années, au visage grave et aux yeux perçants, s'approcha. « Madame Martin ?» demanda-t-il d'une voix basse. C'était Jean-Pierre Lemaître. Sans un mot, Léa lui tendit la clé USB. Il l'inséra dans une petite tablette qu'il sortit de sa mallette. Pendant qu'il parcourait les fichiers, son visage passa de la surprise à l'incrédulité, puis à une fureur contenue. Il leva les yeux de l'écran, et Léa vit des larmes briller dans ses yeux. « Je le cherchais partout, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. Après son accident de voiture, ils m'ont dit qu'il n'avait pas survécu. Ils m'ont présenté un certificat de décès, signé par ce maudit Duval. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune preuve. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. Vous l'avez trouvé. » Il prit une profonde inspiration, retrouvant son sang-froid. « Où est-il ? Est-il en sécurité ?» Léa hocha la tête. « Il est avec moi. Il a perdu la mémoire, mais il y a des moments, des éclairs. » Jean-Pierre serra les poings. « Ils vont payer, pour tout. » Leur plan fut élaboré rapidement, avec la précision d'une opération militaire. Jean-Pierre avait des contacts, des ressources et une connaissance intime de l'Empire du Bois que Léa n'aurait jamais pu avoir. Il contacta immédiatement une équipe d'avocats réputés pour leur ténacité, leur transmettant toutes les preuves numérisées. Il alerta également un journaliste d'investigation de confiance, lui promettant le scoop de sa carrière. Le jour de la fête de démolition serait le jour du jugement. Pendant que Jean-Pierre mettait en branle la machine judiciaire, Léa et Hugo devaient jouer leur rôle le plus difficile, celui des victimes vaincues. Ils devaient laisser Grégoire et Bérénice croire qu'ils avaient gagné. La veille de l'expulsion fut le point culminant de leur humiliation. Grégoire et Bérénice, dans un acte de cruauté suprême, décidèrent de venir en personne pour superviser les préparatifs de leur fête. Ils arrivèrent devant l'immeuble décrépit, suivis par une équipe de tournage qu'ils avaient engagée pour leur propre documentaire. Ils trouvèrent Léa et Hugo en train de mettre leurs maigres possessions dans des cartons sur le trottoir. Bérénice s'approcha, un sourire venimeux aux lèvres. « Alors, on déménage ? J'espère que vous avez trouvé un joli pont sous lequel dormir. C'est plus dans vos moyens, n'est-ce pas ?» Elle fit un geste vers son caméraman. « Filmez-moi ça, je veux qu'on voit bien le contraste entre leur misère et notre projet magnifique. » Grégoire, lui, s'adressa à Hugo. « Alors, le petit génie, tu as fini de jouer les détectives ? Tu vois ce qui arrive quand on se mêle des affaires des grands ? On finit à la rue. C'est une bonne leçon pour toi. » Il lui donna une petite tape condescendante sur la joue. Léa sentit la rage monter en elle, si puissante qu'elle crut qu'elle allait exploser. Mais elle croisa le regard d'Hugo, et elle y vit la même lueur qu'elle ressentait en elle, une patience froide, une attente. Ils enduraient cette dernière insulte, sachant que chaque mot,
Chaque geste arrogant était filmé et allait bientôt se retourner contre eux. Antoine, qui se tenait un peu à l'écart, regardait la scène, son visage une fois de plus un masque de confusion. Mais ses mains, cachées dans ses poches, étaient serrées en poings si forts que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Léa se contenta de baisser la tête, jouant le rôle de la femme brisée. « S'il vous plaît, laissez-nous au moins finir en paix, murmura-t-elle, sa voix pleine d'une fausse résignation. Grégoire et Bérénice rirent, savourant leur victoire. La paix, c'est pour les gagnants, ma chère, lança Bérénice, avant de tourner les talons et de remonter dans sa voiture. Cette nuit-là, l'appartement semblait vide et froid. Les cartons étaient empilés, témoins silencieux de leur défaite apparente. Léa tenait dans ses mains une vieille photo d'elle et d'Hugo, souriant, prise des années auparavant, avant que la vie ne devienne si difficile. Des larmes silencieuses couléant sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. C'étaient des larmes d'anticipation. Son téléphone vibra, c'était un message de Jean-Pierre. Tout est en place. Les avocats lui sont prêts. Le journaliste est sur site. La police a été prévenue et attend notre signal. Demain, à 14h, le masque tombera. Léa regarda Antoine, qui s'était endormi sur le canapé, un sommeil agité. Elle posa une main sur son front. Demain, il ne serait plus un vieil homme perdu. Demain, le monde entier se souviendrait du nom d'Antoine Dubois. Demain, ils apprendraient tous qui il était vraiment. Et la justice enfin serait rendue. Demain, ils apprendraient tous qui il était vraiment. Et la justice enfin serait rendue. L'aube se leva sur Lyon, projetant une lumière pâle et hésitante à travers la fenêtre de l'appartement vide. Pour Léa, cette lumière n'était pas celle d'un jour de défaite, mais celle du premier jour du reste de sa vie. Elle n'avait pas dormi. La nuit avait été consacrée au dernier préparatif, une chorégraphie silencieuse et précise orchestrée avec Jean-Pierre via des messages cryptés. Chaque pièce du puzzle était maintenant en place. Le dossier numérique complet, baptisé Projet Phénix, était hébergé sur plusieurs serveurs sécurisés. Une copie était entre les mains de l'équipe d'avocats. Une autre attendait sur l'ordinateur portable du journaliste d'investigation, prête à être publiée au signal convenu. Hugo, avec une compétence technique qui stupéfiait Léa, avait même préparé un script pour diffuser en direct sur plusieurs plateformes simultanément, utilisant un simple smartphone dissimulé. Il n'avait qu'une seule chance, et chaque détail devait être parfait. Léa regarda Antoine, qui venait de se réveiller. Il semblait plus présent, plus conscient que jamais. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais dans ses yeux, elle voyait une intelligence aiguë qui observait tout, qui comprenait tout. Pendant ce temps, dans leur somptueuse villa, Grégoire et Bérénice se réveillaient dans des draps de soie égyptienne, le sourire aux lèvres. Pour eux, c'était le jour de leur couronnement. La fête de démolition était l'aboutissement de leur plan mâche aigu qui observait tout, qui comprenait tout. Il ne se souvenait peut-être pas de son passé, mais son instinct, aiguisé par des décennies de batailles commerciales, sentait que l'heure de la confrontation était proche. Pendant ce temps, dans leur somptueuse villa, Grégoire et Bérénice se réveillaient dans des draps de soie égyptienne, le sourire aux lèvres. Pour eux, c'était le jour de leur couronnement. La fête de démolition était l'aboutissement de leur plan machiavélique. Bérénice passait des appels à son styliste, s'assurant que sa robe serait parfaitement assortie au ruban qu'elle couperait. « Je veux que tout soit parfait, » disait-elle au téléphone. « Les caméras seront braquées sur nous. C'est le début de la dynastie Dubois, version 2.0. » Grégoire, de son côté, était en conférence téléphonique avec ses banquiers suisses, finalisant le transfert des derniers actifs de son père vers des paradis fiscaux. Il se sentait invincible, intouchable. Il jeta un œil à son téléphone et vit une notification d'un de ses contacts à la mairie. Le permis de démolition est définitif.
Aucune opposition enregistrée. La voix est libre. Il sourit. La pauvre folle et son gamin n'avaient même pas tenté de se battre. Ils étaient brisés, comme il l'avait prévu. Le plan de Jean-Pierre était d'une simplicité redoutable. Il ne s'agissait pas d'empêcher la fête, mais de l'utiliser comme une scène. La presse, les invités de marque, les caméras, Grégoire et Bérénice avaient eux-mêmes créé le tribunal public parfait pour leur propre procès. L'équipe d'avocats avait préparé une injonction d'urgence pour geler tous les actifs de Grégoire, prête à être déposée au tribunal au moment exact où le direct commencerait. Le journaliste d'investigation, se faisant passer pour un membre de la presse People, avait déjà installé une caméra supplémentaire, pointée non pas sur la scène mais sur les visages des invités, pour capturer leurs réactions. Jean-Pierre, lui, arriverait en dernier, au moment le plus dramatique, non pas en tant qu'allié de Léa, mais en tant que Jean-Pierre Lemaître, l'exécuteur testamentaire légitime d'Antoine Dubois, avec en sa possession le testament original qu'Antoine lui avait confié des mois avant son accident. À midi, Léa, Hugo et Antoine quittèrent l'appartement pour la dernière fois. Ils n'emportèrent rien, juste un petit sac à dos contenant une bouteille d'eau, le téléphone qui allait servir de détonateur, et la vieille photo de famille. En descendant l'escalier, ils croisèrent leurs voisins, des visages marqués par la tristesse et la résignation. « On est désolé pour vous, Léa, dit une vieille. C'est injuste. » Léa lui sourit, un sourire énigmatique. « Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Dehors, l'ambiance était surréaliste. Un tapis rouge avait été déroulé sur le trottoir sale. Des serveurs en gilet noir offraient des coupes de champagne. La musique lounge s'échappait de puissantes enceintes. C'était un spectacle grotesque, une danse macabre sur la tombe de la vie des gens. Grégoire et Bérénice étaient au centre de tout, posant pour les photographes, riant aux éclats. Léa et sa petite famille se tinrent à l'écart, près des barrières de sécurité, jouant leur rôle de victime silencieuse. Hugo, les mains dans les poches, tenait fermement le téléphone. Il avait activé le mode « Ne pas déranger » et vérifié une dernière fois la connexion. Tout était prêt. Il échangea un regard avec sa mère. C'était le moment. Léa prit une profonde inspiration. Elle pensa à toutes les humiliations, à la faim, à la peur. Elle pensa à la gentillesse d'Antoine et à la cruauté de son propre fils. Cette force, née de l'injustice, la submergea. Elle n'était plus une victime. Elle était un instrument de la justice. À 13h55, Grégoire monta sur l'estrade, micro en main. Le silence se fit. « Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue », commença-t-il, son visage rayonnant de triomphe. Aujourd'hui, nous ne détruisons pas seulement un bâtiment. Nous détruisons le passé. Nous bâtissons un avenir de luxe, de prestige, un avenir qui porte mon nom. Il marqua une pause pour les applaudissements. C'est à cet instant précis qu'Hugo pressa le bouton « Lancer le direct » sur son téléphone. Au même moment, à des kilomètres de là, le journaliste publiait son article, les avocats déposaient l'injonction, et Jean-Pierre sortait de sa voiture, le testament à la main. La tempête était, ponctuant, sur le point d'éclater. Dans quelques secondes, le monde de Grégoire et Bérénice, construit sur des mensonges et de la cupidité, allait s'écrouler comme un château de cartes. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Alors que les premiers applaudissements polis résonnaient en réponse au discours triomphant de Grégoire, un son étrange commença à se faire entendre. Ce n'était pas fort, juste un murmure au début, mais il grandissait en intensité. C'était le son de centaines de notifications de smartphones qui vibraient en même temps. Les invités, les journalistes, les influenceurs, tous sortirent leur téléphone, le visage intrigué. Sur leurs écrans, une notification push venait d'apparaître, envoyée par le journaliste d'investigation. Exclusif. Le scandale Dubois.
L'héritier a-t-il simulé la mort de son père milliardaire? En cliquant sur le lien, ils découvrirent un article détaillé, rempli de preuves, des captures d'écran, des dépenses extravagantes de Bérénice, des extraits du testament original, et en tête d'article, la vidéo de surveillance de la boutique où Bérénice avouait avoir perdu son beau-père. Au même moment, le direct d'Hugo, intitulé « La vérité sur la démolition » par le fils de la victime, devenait viral. Des milliers, puis des dizaines de milliers de personnes le regardaient, partageant le lien avec une vitesse foudroyante. Le piège venait de se refermer. Sur l'estrade, Grégoire, ignorant encore ce qui se passait, fronça les sourcils en voyant l'attention de la foule se détourner de lui. « Et maintenant, le moment que nous attendons tous !» cria-t-il pour regagner leur intérêt. Le premier coup de... Il ne put finir sa phrase. Sur l'écran géant derrière lui, qui devait projeter le logo de son entreprise, apparut soudain le visage en gros plan d'Antoine. C'était une des vidéos que Hugo avait prises où Antoine, dans un moment de lucidité, expliquait une stratégie financière complexe. Le son était clair. La voix était celle d'un homme brillant et puissant. La foule haleta. Grégoire se retourna, le visage décomposé par l'incompréhension. « Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Coupez ça !» hurla-t-il à ses techniciens. Mais il était trop tard. La vidéo fut remplacée par le testament, ses clauses s'affichant en lettres énormes pour que tout le monde puisse les lire. Puis vint la vidéo de Bérénice. Sa voix stridente et arrogante emplit la place. « Tu crois que c'est facile de faire disparaître un milliardaire ?» Bérénice, qui se tenait à côté de son mari, poussa un cri d'horreur. Elle devint blanche comme un linge, ses yeux cherchant désespérément une issue. La foule, qui quelques minutes auparavant on les applaudissait, les regardait maintenant avec un mélange de dégoût et de fascination morbide. Les murmures se transformèrent en huées. Menteurs, voleurs, criminels, les flashs des photographes crépitaient, non plus pour célébrer leur gloire, mais pour immortaliser leur chute. C'est à cet instant précis que Léa, tenant Antoine par le bras, s'avança à travers la foule qui s'écarta comme la mer devant Moïse. Elle ne jouait plus la victime. Son visage était empreint d'une dignité royale. Ses yeux lançaient des éclairs. Elle monta sur l'estrade et se plaça à côté d'un Grégoire pétrifié. Elle prit le micro qu'il avait laissé tomber. « Mon nom est Léa Martin, » dit-elle, sa voix calme mais résonnant sur toute la place. « Cet homme, Grégoire Dubois, et sa femme, voulaient me jeter à la rue, moi et mon fils. Ils nous ont humiliés, ils nous ont traités comme des moins que rien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Pessan, que l'homme qu'ils ont abandonné dans la rue, l'homme qu'ils ont déclaré mort pour voler sa fortune, cet homme est ici aujourd'hui. » Elle se tourna vers Antoine, qui la rejoignit sur scène. Le choc de voir son propre visage sur l'écran géant, d'entendre sa propre voix, d'entendre les mots de Bérénice, avait provoqué un court-circuit dans son esprit. Les dernières bribes de brouillard se dissipèrent. Il se redressa de toute sa hauteur et pour la première fois, le monde revit le véritable Antoine Dubois. Ses yeux bleus balayèrent la foule, puis se posèrent sur son fils. « Grégoire, » dit-il, sa voix rauque, mais pleine d'une autorité glaciale. « Tu as trahi ton sang, tu as déshonoré notre nom. » Grégoire, pris de panique, tenta de nier. « C'est un montage, c'est un complot. Ce vieil homme est un imposteur. Mon père est mort. » Mais sa voix manquait de conviction. Personne ne le croyait. C'est alors qu'une sirène de police se fit entendre, se rapprochant rapidement. Une voiture noire s'arrêta juste devant l'estrade, et Jean-Pierre Lemaître en descendit, suivi de 2 officiers de police et de l'équipe d'avocats. Il monta sur scène, tenant un document officiel. « Grégoire Dubois », annonça-t-il d'une voix forte. « Je suis Jean-Pierre Lemaître,
l'exécuteur testamentaire de votre père, Antoine Dubois, qui se tient ici, bien vivant. J'ai en ma possession son testament original et authentique. En ce moment même, une injonction est en train de geler tous les comptes que vous avez volés. Et ces officiers sont ici pour vous arrêter, vous et votre femme, pour fraude, falsification de documents et tentative d'homicide par abandon. Ce fut le coup de grâce. Bérénice s'effondra en sanglotant, une pathétique poupée de luxe brisée. Grégoire, le visage tordu par la haine et la peur, tenta de s'enfuir, mais les policiers l'interceptèrent sans ménagement. Alors qu'il lui passait les menottes, son regard croisa celui de Léa. Dans ses yeux, il n'y avait pas de triomphe, juste une tristesse infinie pour un homme qui avait tout eu et qui avait tout perdu par sa propre cupidité. La foule explosa en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements pour un spectacle, mais pour le retour de la justice. Les gens acclamaient Léa, Hugo et cet homme qui était revenu d'entre les morts. Les hashtags Justice pour Antoine et Sketch Dubois Scandale prenaient d'assaut les réseaux sociaux dans le monde entier. Antoine Dubois s'approcha de Léa et d'Hugo, il posa une main sur l'épaule de chacun, des larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes de gratitude. « Vous m'avez sauvé, murmura-t-il. Vous m'avez sauvé de bien plus que la rue. Vous avez sauvé mon âme. La vérité avait enfin éclaté. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon médiatique et judiciaire. Le scandale Dubois ne fit pas seulement la une en France, mais devint une affaire internationale, un symbole de la cupidité moderne et du triomphe inattendu de la justice. Le procès de Grégoire et Bérénice fut l'un des plus suivis de la décennie. Les preuves accumulées par Léa et Hugo, présentées par l'équipe d'avocats de Jean-Pierre, étaient accablantes. Le témoignage d'Antoine, qui avait retrouvé la totalité de sa mémoire et de ses facultés, fut un moment d'une intensité poignante. Il ne raconta pas seulement la trahison de son fils, mais aussi la gentillesse d'une inconnue qui lui avait tendu un sandwich alors qu'il n'était plus personne. Le verdict fut sans appel. Grégoire fut condamné à 15 ans de prison ferme pour fraude aggravée, abus de faiblesse et mise en danger de la vie d'autrui. Bérénice, pour sa complicité active, écopa de 10 ans. Leurs biens furent saisis, leurs comptes vidés, et leur nom devint synonyme de honte. Leur empire de mensonges s'était effondré, les laissant avec la seule chose qu'ils méritaient, le néant. Pendant que les coupables payaient leurs dettes à la société, une nouvelle vie commençait pour les héros de cette histoire. Antoine Dubois, avec une énergie retrouvée, ne chercha pas à reconstruire son ancien empire. Il décida de le transformer. La première chose qu'il fit fut d'annuler la démolition de l'immeuble de la Croix-Rousse. À la place, il créa la Fondation Phénix, une organisation caritative dotée de plusieurs milliards d'euros avec une mission simple: offrir un logement digne et une seconde chance à ceux que la vie avait malmenés. Et il nomma Léa Martin à sa tête, avec un salaire et des responsabilités qui dépassaient ses rêves les plus fous. Léa, qui peinait à payer son loyer quelques semaines plus tôt, se retrouva à gérer des projets immobiliers sociaux à grande échelle, apportant son empathie et son expérience de la précarité pour s'assurer que chaque décision soit humaine et juste. Hugo, quant à lui, devint une sorte de célébrité discrète. Son projet Phénix fut étudié dans les écoles de journalisme comme un cas d'école de l'investigation citoyenne. Il reçut une bourse complète d'Antoine pour étudier dans la meilleure université de technologie du monde, mais il refusa poliment. Il préféra rester à Lyon, près de sa mère, et utilisa une partie des fonds pour créer une application mobile qui met en relation des personnes dans le besoin avec des associations locales,
Une plateforme simple et efficace pour que plus personne ne se sente invisible. Antoine, voyant la sagesse et la maturité du jeune homme, devint son mentor et son plus grand admirateur. L'homme qui avait perdu un fils en avait trouvé un autre, non par le sang, mais par le cœur. La transformation la plus touchante fut celle d'Antoine lui-même. Il vendit sa somptueuse villa de Fourvière et s'installa dans un appartement confortable, mais modeste, dans le même immeuble que Léa, celui qu'il avait sauvé de la destruction. Il passait ses journées à travailler pour sa fondation, mais ses soirées étaient consacrées à sa nouvelle famille. On le voyait souvent au parc, jouant au football avec Hugo, ou aidant Léa à préparer le dîner, riant aux éclats. Il avait découvert que la vraie richesse n'était pas dans les bilans financiers, mais dans ces moments simples et précieux. L'histoire de leur combat inspira un documentaire primé et un livre qui devint un best-seller international. Netflix leur proposa même de produire une série, mais ils déclinèrent, préférant vivre leur vie loin des projecteurs, savourant leur paix durement gagnée. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, si vous vous promenez dans le quartier de la Croix-Rousse, vous ne verrez plus un immeuble décrépit menacé par les bulldozers. Vous verrez un bâtiment magnifiquement rénové, avec des balcons fleuris et une plaque dorée près de l'entrée. Résidence Le Phénix, là où l'espoir renaît. C'est un symbole vivant qui rappelle à toute la ville que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité peut percer. Elle nous enseigne que l'on ne doit jamais juger quelqu'un sur son apparence, car un clochard peut être un roi et une mère célibataire peut avoir la force d'une armée. Et surtout, elle nous prouve que la patience et le courage, même face à une injustice écrasante, finissent toujours par être récompensés. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.